Bonjour Anneke. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui. C'est pas vraiment une interview qu'on va faire, c'est plutôt une discussion parce que voilà, tu avais envie de parler de ta démarche, d'expliquer un petit peu comment tu vois les choses euh, et de préciser éventuellement comment tu te positionnes toi par rapport à un mouvement plus général. Oui, c'est ça, merci. Merci, oui, parce que, bon, pour moi, euh, ça fait 11 ans que mon histoire est publique, et donc je parle de mon histoire depuis 11 ans, et j'ai fait ça surtout en anglais. J'ai commencé à parler quand je me sentais prête, et j'ai jamais cherché à publier mon histoire. C'est plutôt que moi, j'avais commencé à écrire mon livre en 2004. Mais c'était plutôt pour moi, c'était pas nécessairement pour. Je l'avais montré aux agents au départ, là, euh, qui trouvaient que c'était très bien écrit, mais que c'était trop dur. Et donc après, je l'ai fait pour moi, j'ai tout mis dedans. Il y a des choses qui sont sorties même en écrivant le livre, bien sûr, des mémoires qui sont revenues comme ça par l'écriture. Et bon, après, j'étais dans une situation où j'ai vraiment été dans la guérison et je me suis concentrée sur ça surtout. Et après, j'ai commencé à travailler dans les prisons. Oui, J'ai, on va un peu revenir peut-être sur ton parcours, parce que oui, donc c'est vrai que nous, ouais, on se connaît depuis 2017 à peu près. Enfin, moi, oui, je t'ai ouais, repéré là, en fait, à un moment où tu commençais à parler de ton parcours, de ce que tu as oui, vécu enfant dans le oui, réseau pédocriminel belge entre tes oui, 9 ans et tes 11 ans. ouais. Tu as commencé à en parler sur Facebook et à faire le lien avec ce qui s'était passé en Belgique, hein, puisque ça s'inscrit pleinement ce que tu as vécu dans ce qui s'est passé en Belgique dans les années 90. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu t'es mise à parler, mais c'était à l'issue d'un long parcours quand même de guérison. Donc, ce que tu veux expliquer aujourd'hui, c'est un petit peu ton parcours, ton cheminement à travers la guérison et aussi la démarche de révéler aussi les choses derrière qui arrivaient dans un second temps. C'est un petit peu ça, hein. Oui, et aussi surtout pour les francophones parce que, euh, comme je disais, je l'ai fait surtout en anglais. Et oui, ça m'est arrivé en 2013 quand je me sentais prête, encore une guérison qui s'était faite et je me suis sentie prête pour parler publiquement, pour ne plus le cacher. Et donc, la raison, c'était plutôt que on m'a tellement mis de la pression pour ne pas en parler et en plus, c'est mon histoire à moi. Donc, je dis, ah non, je veux parler de mon histoire si c'est approprié. C'était un entretien avec un magazine new-yorkais, DNA Info. Et j'ai parlé de mon travail dans les prisons et j'ai simplement répondu à la question, pourquoi, qu'est-ce qui est en vous que vous avez cet intérêt pour rentrer dans les prisons? Et donc, j'ai simplement répondu à la question et le titre de l'article, c'est devenu euh, Ancienne victime de trafic sexuel d'enfants maintenant enseigne le yoga aux prisonniers à Rikers Island. Voilà, c'était le titre de l'article. Et à partir de là, il y a d'autres gens, des journalistes qui m'ont demandé de parler avec eux. C'était des entretiens surtout sur mon travail dans les prisons, mais on le mélangeait avec mon histoire. Et puis en 2016, j'ai dit oui pour faire une vidéo avec quelqu'un que j'ai jamais rencontré, mais c'était une équipe à New York qui a filmé. Et c'est cette vidéo, je crois que tu as vue, peut-être. Et voilà, en 2017, euh, toi, tu as en fait publié le premier article sur mon histoire en français. Donc, Oui, je parce te que reconnais. Ouais.
Ouais, j'avais reçu un. Non, d'abord, j'avais repéré ce que tu disais sur les réseaux sociaux et cette vidéo. Et dans un deuxième temps, j'ai reçu un livre, un manuscrit, qui était ton manuscrit, mais c'était pas toi qui l'envoyais. Or, Ouais. c'était présenté comme venant de toi. Euh, voilà. Est-ce que tu veux en parler de ce moment-là, de cette année 2017? Oui, c'était assez bizarre. Donc, cette vidéo noir et blanc, elle a fait le tour de l'Internet. Et bon, c'est quelqu'un derrière, il y avait quelqu'un derrière qui était assez obsédé par mon histoire, mais en même temps, comprenait rien du tout de mon histoire. Donc, il était obsédé d'une façon plus ou moins de sensation. Ouais, c'était plutôt la sensation. Le Et sensationnel. le sensationnel et quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi, par exemple, je ne voulais pas nommer mes bourreaux. Et donc, j'ai fait des vidéos encore, j'ai fait trois prises, en fait, trois séances où on m'a filmé. La personne même, le producteur, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai fait des vidéos à New York où je parle de plusieurs choses. Elles sont tous euh, sorties en noir et blanc. Mais cette personne donc qui est derrière, il a, il a voulu faire un documentaire de mon histoire et là j'ai mis une ça n'allait pas quoi. Il n'avait pas le respect il y avait quelque chose qui n'était pas bien. Bon, c'était j'ai mis une limite et à ce moment-là son obsession avec mon histoire est tournée, s'est retournée contre moi et donc ça c'est devenu une obsession pour me faire du mal, le plus possible de mal. Et cette personne a, entre autres, envoyé le manuscrit qui à ce temps-là était privé, qui contenait tous les noms des bourreaux. Il a envoyé partout, il a mis en ligne, il a écrit des posts sur Reddit. euh, que je sais que c'est lui qui est derrière pour, avec soi-disant la preuve que je mens, etc. Toute en une revanche complètement fou. Mais de toute façon, je ne veux pas trop rester là parce que bon, ça c'était une leçon pour moi pour ne pas m'en faire de ce genre d'attaque puisque ça arrive tout le temps. Mais c'est comme ça finalement que tu as reçu mon manuscrit qui était complètement privé à ce temps-là, que j'avais partagé avec quelques personnes. Et donc, maintenant, le livre qui est sorti, donc il y a 2 ans, en fait, je l'ai sorti en anglais le 21 juin, euh, En quête d'amour, qui va sortir en France donc en octobre avec Très Daniel. Le 3 octobre, enfin la date est prévue pour le 3 octobre, En quête d'amour. Et donc c'est ce manuscrit, mais avec certains noms des bourreaux qui ont été rédigés. Et bien sûr, ben, il y a la question pour nommer des bourreaux, mais c'est toujours très compliqué parce qu'il y a ma peur de la programmation que j'avais encore et qui était très forte. Et de toute façon, chaque fois que je sors quelque chose, une, je dois constater qu'il y a quand même une réaction de la programmation qui va sortir. Euh, C'est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer ça? bon, j'étais tellement pressée pour ne pas nommer et menacer. Et bon, on fait des choses réelles pour, pour te montrer en tant qu'enfant, tiens, si tu vas parler, c'est ça ce qui va se passer. On te décrit ou on fait quelque chose devant toi qui est horrible. Et Oui, on dit, c'est-à-dire que tu craignais de parler, tu craignais qu'il t'arrive des tas de choses, que ça s'écroule, plein de choses s'écroulent si tu parlais, en fait. voilà. D'accord. Et on met tellement d'attention là-dessus dans le réseau. Donc, on te fait tellement peur dans ce sens. Et ça n'était même pas d'aller parler au public. C'était plutôt d'aller parler à quelqu'un. C'était un temps où je crois que le réseau, il était très, très bien couvert, il était très bien protégé. Euh, il n'y avait personne. Dans le temps, c'était même pas concevable que j'allais parler à qui que ce soit.
C'est vrai que Donc, même les réseaux pédocriminels, même ça, c'était encore un sujet très, très tabou il y a encore 10-15 ans, hein. oui, et quand j'ai commencé à en parler, donc, d'abord, il y avait le cas du trou, donc, en 96. Et donc là, j'avais des flashbacks à ce temps-là. Mais bon, je vais revenir après. Je voulais surtout donner un petit parcours, mais en fait, pour arriver où je me retrouve maintenant, donc que je parle depuis 11 ans dans le Mm. monde anglophone, anglo-saxonne, je ne sais pas comment dire. Donc, je parle en anglais. Et maintenant, j'ai commencé à donner des entretiens dans le monde francophone. Et je vois que je me retrouve sur des plateformes qui sont quand même assez politisées. Donc, pas comme toi, hein, mais d'autres plateformes que je ne me réalisais même pas. On me demande de faire un entretien, je dis oui. Et en anglais, j'ai vraiment fait attention de ne pas me retrouver du côté droit. Et c'est pas que j'ai quelque chose contre les personnes de la droite, mais c'est que moi personnellement, donc je pars de mon histoire personnelle. Donc d'abord, il n'y a pas de question d'opinion. Donc c'est une histoire qui en fait est liée à d'autres histoires, d'autres témoignages, d'autres personnes qui ont vécu des choses, pas exactement la même chose, mais qui ont été abusées dans les C'est réseaux. c'est une réalité, quoi. Oui, que c'est une réalité qu'il y a cet abus organisé dans les réseaux. Et plus c'est satanique, l'abus satanique. Donc, nos histoires, par exemple, mon histoire, elle est bien différente de l'histoire de Regina Louf, de la témoigne ex du cas du trou. Mon histoire, elle est très différente. Mhm. Et ce qu'on a en commun, c'est quelques bourreaux et bien sûr l'atmosphère du réseau. Oui. Et moi, c'était Mm. dans les, de 69 jusqu'à 94 et elle, c'était plus tard. Mais c'était encore le même chef, c'était... Donc, il y avait les mêmes personnes un peu et les mêmes tactiques, bien sûr. Et c'est les Mm. tactiques qui sont tellement extrêmes que les gens ont du mal à croire et du mal à accepter. Ça, je comprends très bien parce que exactement, c'est très extrême. Donc, je veux dire que mon histoire, elle est bien spécifique, c'est le mien, mais c'est pas non plus lié à autre chose. Donc, je veux pas, quand on se retrouve à la droite ou on se retrouve dans la gauche, moi, je viens de la gauche. Là, je suis plus du tout politique, j'y crois plus du tout. Mais mon histoire, c'est pas où l'abus satanique, on peut pas en faire quelque chose où c'est une opinion, quoi. Ou une opinion, c'est des histoires pour les cons. Il faut Euh, pas mélanger ça avec ce qui peut relever de l'opinion, surtout politique ou sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir, en fait. C'est un peu ce que tu dis. Mm. ben oui, ça n'a rien à voir avec le QAnon, finalement. S'il y a des gens qui en parlent, c'est toujours, il faut toujours regarder d'abord la manière dont ils en parlent. Donc, je suis dans le film Les Survivantes. Donc, c'est réalisé par Pierre Barnerias. Et on a 8 femmes qui témoignent. Donc, il y a 6 survivantes comme moi et il y a 2 mères. Donc, il y a une mère, Dalila Sadok, où ses enfants sont encore dans le réseau. Et il y a d'autres survivantes comme moi. Et donc, on n'a que des témoignages. Donc, le film en soi n'est pas du tout politisé. Mais je vois que tous les entretiens que j'ai faits autour de ce film, j'ai ressenti quelque chose de politique et ça me rend très, très mal à l'aise. Du genre un petit peu qu'ils utilisent ce sujet-là pour porter un combat plus politique, que c'est comme un élément d'argumentation. Oui. Ou que la cause, donc d'abord on en a fait une cause. Moi, je parle de mon histoire personnelle et je me sens pas spécifiquement combattante, mais je veux parler, je veux pouvoir parler de ce qui m'est arrivé
et non pas être privé de parler de mon propre histoire. Et si les personnes, les bourreaux qui font partie de mon histoire, ben, ce n'est pas de ma faute qu'ils étaient là. Donc, Ah je non. veux vouloir pouvoir en parler. C'est arrivé à moi et la pression pour ne pas parler, c'est exactement ce qui fait que je veux en parler. Je veux pouvoir que cette vérité peut sortir et je veux aussi faire le plus possible qu'on peut accepter ces vérités parce que je comprends que c'est dur. Moi non plus, j'ai pas voulu croire quand mes mémoires me sont revenues en premier, Mm. quand j'ai eu des flashbacks et tout ça, j'ai pas voulu y croire. Et en plus, j'étais pas dans un environnement, j'étais déjà en thérapie, mais j'étais pas avec une thérapeute qui était prête à écouter. Donc, et en plus, c'était suivi par de la programmation de suicide. Donc, il y avait beaucoup de raisons pour que je n'y crois pas, mais c'est surtout que je ne voulais pas que ça soit vrai. Je ne voulais pas que ça soit vrai pour moi et je ne voulais pas que ça soit vrai dans le monde, que ces choses existent. Ouais. Donc, C'est je comprends. compréhensible, c'est tellement barbare que quand on a les Voilà. premiers souvenirs, on doit se dire que c'est pas possible, que notre entourage n'a pas pu faire ça. Voilà. On ne peut pas croire que le monde, il est barbare à ce point. On veut croire que la civilisation est un peu plus avancée que ça. Et donc, d'abord, je voulais pas non plus, bien sûr, que ça fait partie de mon histoire à moi, que ça soit attaché à mon identité. Il y avait beaucoup trop de honte. Et cette honte, bien sûr, elle est imposée par les abuseurs, mais il faut traverser par cette honte. Donc, d'abord, il y a la honte. D'abord, il faut faire face à la honte que, en fait, oui, ça fait partie de mon histoire. Donc, ça, déjà, c'est très dur à faire. Et après, Oui, il y a tout bon, un parcours, c'est ça que tu veux dire, pour digérer les choses, pour comprendre, remettre en contexte et remettre les pièces du puzzle aussi, voilà, progressivement. exactement. Et ça continue d'ailleurs. Mais en 2013, je suis arrivée à un point où je savais que mon complexe de culpabilité, j'avais, il y avait une pièce dans le puzzle qui est tombée où je me suis réalisé que les choses qu'on m'a fait faire dans le réseau, des choses donc très Culpabilisante. culpabilisantes, oui, que en fait, j'ai jamais voulu le faire. Et je crois que c'est la chose la plus dure de distinguer entre ce que, ce qui vient de notre volonté. De toute façon, en tant qu'enfant, on n'a pas vraiment de volonté propre, mais on doit quand même retourner à cette place d'innocence au départ qui existait, où en fait, on n'avait pas du tout d'idée, on ne voulait pas, on n'était pas là pour ça, on n'était pas Vous, là pour le vouloir. oui, vous vous Mais leviez pas le matin en vous disant, tiens, si j'allais faire du mal à mes petits copains. Mm. il y a ça, mais il y a tout. Il y a aussi l'abus sexuel même. On le veut pas, mais il y a Mm. plein de choses qui se passent. Il y a des drogues, il y a l'état d'être figé, qui est un état de survie où le corps réagit. Le corps va réagir, surtout avec toutes les drogues aussi. Donc, on va penser, on va pas pouvoir distinguer entre le fait que mon corps a réagi d'une telle façon et il y a quelque chose comme le plaisir Mm. et je ne l'ai pas voulu. En tant qu'enfant, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est pareil avec les choses qu'on nous force à faire qui sont encore pires, où on fait de nous, en fait, les bourreaux. Mhm. Et on nous dit, tiens, voilà, maintenant tu appartiens, maintenant tu fais partie, maintenant tu es, comme nous. Des Tu n'es pas compromis comme nous. des compromis, c'est toi, tu vois. Si toi, tu vas parler, et ça, c'était ma plus grande peur, si toi, tu vas parler, on va pouvoir te, euh, te dire qu'en fait, c'est toi la coupable. Et
c'est pour ça que je n'étais pas prête. Parce Mhm. que, donc en 98 et les années après, j'ai j'ai vu que comment se faisait traiter donc Regina Louf témoigne dans le cas du trou. C'était après que son témoignage était déjà euh, Diffusé. séparé, oui, séparé du cas. Mm. Donc, n'allait pas appartenir, ça n'allait Oui, c'est pas. vrai ils ont fait un dossier bis où ils ont mis tous les témoignages liés à ce qui pouvait être le réseau dans un autre dossier qu'ils ont étouffé en 25 ans. Voilà. Et donc, ce dossier bis, il a été fermé quelques mois après, donc 2004, quelques mois après donc le tribunal. Et Marc Dutroux a été condamné. Quelques mois après, le dossier Dutroux bis a été fermé. Mais bon, je ne connais pas trop le cas Dutroux, mais j'ai vu en personne, j'étais en Belgique en visite, et j'étais à un débat où Régina Louf était présente dans le public et c'était un débat entre deux journalistes. C'était Douglas de Koning que lui, il écrivait donc sur les témoignages ex. C'était surtout lui et ses collègues qui avaient sorti tous les articles. Ils ont commencé le premier article dans le journal de Morgan. C'était en janvier en 98. Et j'étais en Belgique en fait. J'ai vu que ça sortait. Et donc c'était mon introduction au témoigne ex. Et euh, donc elles avaient témoigné. Et après, on avait déjà décidé de partager, donc de séparer leur témoignage du cas du trou. Et donc, ces journalistes avaient sorti ces articles et c'était un débat entre donc Douglas de Koning et un autre journaliste du magazine Knack. Et lui, il était contre, c'est-à-dire que lui, il croyait pas. Et j'ai vu comment le journaliste de Knack, c'est un magazine flamand, comment il a traité Regina Louf, Mm. avec manque de respect, familiarité. Oui, ils l'ont Et traité de folle, hein, carrément, hein. mais même pas, elle était là dans la salle, hein. Donc il n'a pas traité de folle, mais il a traité comme quelqu'un qui n'a pas, qui ne mérite pas de respect, quoi. Et quand j'ai D'accord. vu ça, je me suis réalisé que avec mon, ma culpabilité, ça va jamais passer. Je vais jamais pouvoir m'en sortir d'abord euh, recevoir tout cet amour des gens qui donnent le support et de l'autre côté, les attaques où on dit que c'est moi la coupable. Donc, c'est en 2013 que j'étais prête et donc à ce moment-là, j'ai commencé à parler, mais donc à travers des entretiens qui étaient surtout de mon travail dans les prisons. Mm. Et donc, cette dernière année, j'ai fait beaucoup d'entretiens en français. Alors, ce qui est drôle, hein, c'est que d'abord, dans mon cas, bon, il y avait il y avait entre mes bourreaux, il y avait des politiciens de gauche, oui, mais c'était surtout quand même des politiciens de la droite et de l'extrême droite. Donc, quand on parle, c'est toi qui as fait le plus de recherches là-dessus. Il y a Paul Van den Boeynants et ses amis. Et, il y a longtemps, j'ai repéré donc des. Parce que bon, moi, je connaissais personne. Quand j'étais enfant, je connaissais personne. Je connaissais pas Van den Boeynants. Tu connaissais J'ai les prénoms ou, ouais, ou les surnoms? Ouais. Van den Boeynants, je l'ai appelé Polo. Mm. Mais j'ai reconnu personne de la télé. D'accord. Même si peut-être il y avait des gens qui étaient à la télé, c'est pas à 6 ans, à 7 ans, je les ai pas reconnus. Euh, Ça aurait été Mm. Monsieur le hibou, quoi. Tu sais, c'est ça ce que je regardais.
Je regardais pas les Faut dire choses. que c'était pas vraiment le même contexte non plus, quoi. Entre comment tu les voyais à la télé et comment tu les voyais en vrai. Non, je les connaissais pas, mais Hmm. j'étais trop jeune d'abord pour regarder les programmes où eux, ils allaient passer. D'accord, ouais. Et quand Hmm. j'ai vu des célébrités, c'était pas des célébrités que je connaissais de la télé non plus. Voilà. Euh, donc j'ai vu un peu tout le monde, beaucoup de monde qui était connu en Belgique de 69 jusqu'à 94, jusqu'à 74. Donc j'étais que 5 ans dans le réseau. Et pendant l'année 72 et 73, j'ai vu beaucoup de monde sur le plan international qui étaient connus dans le temps, donc les royaux, les gens politiques, les célébrités. Et c'était tout dans le contexte que j'étais là au sein du pouvoir mondial, quoi. Mais le Oui, reste ils du avaient temps, un plan pour toi, quoi. ils avaient un plan pour moi. Et le reste du temps, j'étais en Belgique avec Paul van den Boeynants et ses amis. Et là, il y avait quand même des gens internationaux. Et c'était tous des gens qui étaient le Club de Rome, le Cercle des Nations, le CEPIC, qui était une organisation d'extrême droite qui était montée par Van den Boeynants. Donc, Van den Boeynants, c'était un politicien. Il était le premier Belge 2 fois. Il était ministre de la Défense pendant le temps que moi, j'étais dans le réseau. Et il était un, comment dire, républicain. Bon, il était conservatif, c'est tout. Il Ouais, c'était le était, PSC, hein. je sais Le pas, ouais, PSC, c'était c'était les chrétiens, ouais, les quelqu'un de chrétiens, droite. le sang, ouais. Mais il a monté la CEPIC, et la CEPIC, c'est quand même une organisation d'extrême droite. Hmm. Et donc, ils étaient tous mêlés dans ces organisations pour combattre en fait le communisme, même qu'il y a entre mes bourreaux des Russes aussi. Donc, on ne sait pas où Oui, ça mais s'arrête. qu'on jouait un rôle dans l'ouverture quand même de la Russie vers l'Occident, hein. C'est pas des Russes qui étaient du côté soviétique communiste. D'accord. OK, peut-être. J'ai Euh, regardé. Oui, mais moi, je peux te dire que je ne sais pas si vraiment dans les hautes sphères, il y a une division politique. Hmm, Je, hmm, je ne sais pas, je sais que ce ne sont pas des vrais amis parce que c'est un réseau qui est tenu ensemble surtout par le chantage. Et c'est là où la pédocriminalité est très importante. hmm, Donc, il y a beaucoup de pédophiles, beaucoup de pédocriminels qui sont dans le réseau. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ne le sont pas, mais qui, eux, au moins, vont se taire. Ou bien, il y a bien sûr aussi le satanisme qui est un autre niveau pour en fait faire chanter les gens, pour taire, pour on est tous dans cette union de sang où hmm. on parle pas, bien sûr, et il y a une croyance qui est adhérée à ça aussi, parce qu'il y a quand même, si on croit qu'à ça, on peut avoir du pouvoir et de l'argent, etc. On peut monter, on peut être ambitieux et on peut monter dans le monde. Donc, on a l'impression que ça marche, quoi. Mais autrement, c'est pas comme ce sont des amis entre eux, de vrais Hmm. amis. Parce qu'ils sont pas émotionnellement, ils sont pas. C'est utilitaire, quoi. Ils s'utilisent les uns les autres, ils répondent à des pressions. Bon. Voilà. Mais donc, dans mon cas, tous mes bourreaux, c'était surtout des gens de la droite, sauf pendant cette année où j'étais donc repérée par un Américain qui était en visite en Belgique autour du meeting Bilderberg en 72. Et euh, pendant cette année, il m'a préparé donc, il m'a d'abord, j'ai passé du temps avec lui où il faisait un triage pour repérer mes dons et voir comment je peux être le plus utile. Après, il m'a mis en contrôle mental, donc basé sur la torture en Allemagne, à Heidelberg, dans une facilité assez petite mais exclusive
avec le docteur Hans Amsen, qui lui est allemand nazi. Et après ça, j'étais entraînée aussi en France parce qu'il allait faire de moi une starlette française, chanteuse, actrice, super sexy. Et donc, j'étais entraînée aussi au sous-sol d'un grand château en France, dans un sous-sol où il y avait c'était des chambres très confortables en fait, mais donc sans fenêtre, où j'étais entraînée pour en fait, c'était un entraînement spécifique pour devenir starlet, où j'étais entourée, j'avais un entourage et en même temps moi j'étais nue. Et après ça, ou pendant même, parce que donc ça c'est, je parle là, il y avait tout l'été de 92 et pardon de 72, 62. donc les 2 mois de l'été. Et après, donc je suis retournée en Belgique. J'allais encore aller chez moi, chez ma mère et mon beau-père. J'allais à l'école, mais j'étais partie pendant beaucoup de week-ends, surtout en Allemagne pour encore du training ou pour ils m'ont déjà vendu à- surtout à un homme politique allemand. Et à la fin de cette année, en avril 73, j'étais en Italie et là, j'ai vu vraiment beaucoup de monde, de gens connus. Et là, c'était bon, beaucoup de célébrités. Et bien sûr, ce ne sont pas des gens de droite, ce sont des gens plutôt de gauche. Mais juste pour dire qu'il y avait des gens de chaque côté politique. Et ceux qui disent, surtout, je pense que ceux qui vont dire en public, ce sont des choses qui sont leur suggérées par le réseau. Mhm. Ben, parfois, si parfois quelqu'un dit quelque chose qui vient vraiment de leur cœur, ben, je ne dis pas qu'eux, ils ne sont pas non plus manipulés ou que s'ils disent quelque chose qui ne sert pas à l'agenda ou à un des agendas, qu'on ne va pas le voir, quoi, ou ils vont être punis ou je ne sais pas quoi. Donc, moi, je devais faire partie de leur groupe et c'était autour de mon initiation. Enfin, ça, c'était une des événements pendant cette semaine avant le 30 avril en 73. Mais je veux dire que, donc, politiquement, il y avait des gens dans le réseau des deux côtés. Alors, c'est ridicule de la droite de dire que c'est juste, ça se passe seulement à la gauche. Et aussi, en 2020, mon histoire a été repérée par quelqu'un qui fait partie bon, je ne sais pas qui, mais QAnon a pris mon histoire et l'a sortie. Il y avait un film QAnon fait par une Hollandaise, Janet Ossebaard. Et donc, il y avait beaucoup de vérité dans le film. Et puis après, beaucoup de choses qui apparemment, je ne pourrais jamais le croire, quoi. Mhm. Euh, ce film en dit partie. Et elle a dit une phrase ou deux phrases sur moi dans le film, jamais venu demander à moi. En plus, il y avait 3 erreurs. D'accord. Donc, on a dit deux petites choses sur moi, sur mon histoire, avec 3 erreurs graves. Et tu Et penses que c'est fait exprès ou que ils ont juste fait n'importe quoi? mais j'ai essayé de contacter Janet Ossebaard pour lui dire, vous pouvez quand même me demander mon avis. Je peux vous dire moi-même. Ben, elle l'a pas fait. Elle n'a pas répondu, mais bon, ça veut rien dire, hein. Je comprends que les gens, d'abord, elle est morte, d'ailleurs, elle est morte là, maintenant, je crois. Euh, mais, mais après, il y a QAnon qui a pris mon histoire et qui a sorti un post qui est devenu viral, mais c'est un post QAnon qui est devenu viral avec plein d'erreurs. D'accord. Et c'était, bon, je vois que maintenant, je vois, il y a une personne, une survivante en France de Matzneff, qui en fait est en train de m'attaquer. Et elle aussi, elle sort des erreurs, erreur après erreur après erreur, et puis elle essaie de ridiculiser. Et là, ils ont sorti mon histoire mélangée avec des erreurs, et puis ils ont dit, c'est quelque chose de bien. Mais quelle est la différence finalement?
Si on n'a pas le respect pour venir me demander qu'est-ce qu'il y en est, Ou au moins d'être pointilleux sur les faits, quoi. voilà. Au Les faits sont minimum. importants quand même. Les faits sont très importants. Je ne dis pas que, bon, les faits, la mémoire, c'est quelque chose, je reçois toujours des mémoires, Les souvenirs. Mm. souvenirs. Donc, parfois, donc, mon histoire, tu vas voir, depuis les 11 ans que, donc, il y a 11 ans, c'était l'histoire, comme je me rappelais à ce temps-là. Et ben, il y a des choses qui se sont rajoutées parce que Oui, je moi, compte. au début, quand je t'ai connu, il y a des choses dont tu te rappelais pas encore, notamment sur le réseau international, et qui se sont précisées. Et je sais qu'il y en a encore eu qui sont revenus l'été dernier. Voilà, voilà. Oui, j'avais pas, donc, du réseau international, j'avais une mémoire, donc, d'un rituel satanique et je me suis toujours rappelée de la mort d'un petit garçon, Walter. Et j'ai en fait été en deuil pour cette mort très, très, très longtemps. Mais ce qu'il y avait autour, l'Américain, je ne l'ai pas eu, tous ces mémoires, jusqu'au moment qu'il est mort. D'accord. Ah, d'accord. Oui, et il est mort récemment, en plus. Mm. Bah, pas récemment, mais là, ça fait un bout de temps. Mais oui, c'était pas en 2013, il était encore en vie. Voilà. Oui, 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 oui. Donc, ce que tu veux dire aussi derrière ça, c'est que ce serait bien que les gens qui parlent de ton histoire te contactent, parce qu'il y a des imprécisions qui sont un peu répandues sur la toile, et que ça sert ni la vérité, ni ta démarche, ni plus généralement le combat, on va dire. Oui. Mm. Et avec le QAnon, j'avais cette impression quand même, on appelle ça un culte, mais je l'ai ressenti aussi un peu dans l'énergie, qu'il y a quand même le culte, parce qu'il y a quand même le sauveur qui est Q, qui est peut-être Trump, on ne sait pas trop, mais il y a un sauveur, il y a quelque chose à suivre, il y a, Oui, à cause des attaques, on se sentait tous un peu victimes, alors on était tous ensemble dans la victimisation, alors il y a quand même cette énergie d'un culte. Et donc, moi, j'ai jamais voulu m'associer à ça. Et donc, mon histoire, il n'est pas à, à prendre et l'utiliser pour vos croyances, quoi. mhm, Ça fait pas partie d'une opinion. Si, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées donc dernièrement et on a tous des opinions différentes. Et bon, je veux respecter l'opinion de tout le monde, mais mon histoire, bon, ou bien, bien sûr, ou bien on croit à mon histoire, ou bien on n'y croit pas. Mais moi, je trouve que mon travail, c'est surtout d'essayer de faire comprendre comment c'est possible. Parce que moi, j'y suis traversée aussi par ma propre guérison. Et c'est ma guérison qui m'a conduit dans les prisons. Et c'est le travail dans les prisons qui m'a conduit à développer un système de guérison pour tout le monde, pour en fait s'en sortir de cette structure de pouvoir dans laquelle on vit pour l'instant. Et donc, un système de guérison donc, psychologique que j'ai développé. Et c'est ça, c'est là, dans la psychologie, où je trouve que, bon, je sors mon histoire, ça fait partie de ce que je veux faire parce que j'étais très mis sous pression pour ne pas le faire. Et bon, il y a quelqu'un qui doit le faire, c'est mon histoire, je vais le sortir. Mais aussi, et donc là, il y a le film de survivante, ça fait partie de ça. Et bien sûr, ce que je fais pendant les 11 ans, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup sur le fait que c'est vrai, que ça existe. Et mais ce que j'ai surtout, et je trouve moi plus importante encore pour moi, c'est ce que je connais de la psychologie d'après mes expériences bien uniques et ma guérison, qui est en fait, ça prend c'est plus que 35 ans là
que je suis dans la guérison quand même. Oui, en fait, ce qu'on ressent aussi dans ton histoire, enfin, c'est que il y a des étapes hein, à passer. Déjà trouver les bonnes personnes pour parler des bonnes choses au bon moment. Euh, c'est voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu très rapidement, mais ta recette, si on peut appeler ça comme ça, mais euh, parce que tu parles beaucoup d'autonomie de l'individu, tu parles beaucoup de se remettre en question soi-même. Est-ce que tu Oui, peux nous expliquer comment toi tu vois l'importance de ça dans le parcours de guérison? ah oui, mais c'est toujours ça, hein, parce que dans le parcours de guérison, que ce soit la guérison de traumatisme ou que ce soit la guérison pour devenir plus consciente de ces choses graves qui sont encore une réalité aujourd'hui dans le monde, c'est que moi je le vois que c'est une question d'authenticité et de vérité et d'être commis à la vérité. Donc, pour moi, je n'avais pas de religion. J'étais en fait athéiste. Je n'étais pas capable de croire en quelque chose de plus grand que mon ego, que comme mon ego, il était tellement euh, cassé, brisé. C'était une grande plaie, quoi. Donc, je ne pouvais pas croire à quelque chose de plus grand. Et ça m'est venu petit à petit. La première chose était me commettre au processus de guérison dans la thérapie. Et donc, j'ai dû me... Bon, d'accord, il y a la vérité, il y a une vérité qui s'est présentée là, tout au départ où euh, il y a quelque chose que le thérapeute a clarifié et tout d'un coup, je me suis retrouvée dans la douleur et le deuil parce que une situation où j'étais abusée, moi je ne le voyais pas comme ça avec mon père. Je ne le voyais pas comme de l'abus. Je croyais que c'était ma responsabilité. Et donc, j'en avais parlé comme ça. Et ce thérapeute, il a dit, c'est de l'abus. Et je l'ai entendu. Et à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai pleuré pendant 3 semaines. Oui. Là, tu avais réalisé qu'en fait, tu avais été un objet dans tout ça, quoi. Ben, peut-être j'avais pas ces mots-là, mais je me suis réalisé que, en fait, j'étais victimisée, oui. Et donc, j'avais beaucoup de résilience à rentrer dans ce sens de victimisation parce que je ne voulais pas me voir comme une victime. Mhm. Et donc, il y a quand même le stade dans la guérison où on a besoin de passer par la petite fille, la jeune fille qui quand même était victimisée. Et donc, on doit le sentir. Et la raison que j'ai pu le faire, c'est que j'ai commencé à pleurer parce que je savais que c'était vrai. Et tout d'un coup, avec cette vérité qui est rentrée en moi comme un rayon de soleil dans la noirceur, ça a touché quelque chose en moi où j'ai senti que c'est vrai. Et donc, c'est plus important que je reste avec ce qui est vrai que n'importe quoi d'autre. Et D'accord. c'est comme ça que ça a commencé, que la vérité, que je veux la vérité. Et de là, on développe donc l'intégrité qui va faire qu'on va faire le choix. Et quand je retourne dans mon enfance, je vois que à plusieurs reprises, j'ai j'ai fait un choix. Même dans mon enfance, j'ai fait un choix. J'ai fait des choix où je savais très bien qu'on pouvait me tuer. Et j'ai choisi quand même de dire non, par exemple. Mhm. Pas très souvent, mais ces moments sont très importants parce que c'est là où il y a la vérité qui devient plus important que n'importe quoi. Et donc, c'est l'intégrité devant tout. Et cette intégrité, c'est ça ce qui doit nous guider. Et quand on voit la structure de pouvoir,
c'est l'inverse. Quand on veut monter dans la structure de pouvoir, très bientôt, on va s'apercevoir qu'il faut se taire, que on va se faire. Mais d'abord, on voit des choses et on est demandé de n'avoir rien vu, de ne rien dire. Oui, le Sur le silence d'abord. silence d'abord, et c'est sur le plan sexuel. Souvent, c'est sur le plan sexuel. Et c'est comme ça qu'on va monter. Et si on a de l'intégrité, si on dit non, merci, je veux pas faire partie de cela, bah on est mis dehors. Et donc, on reste pas dans le club. Et Et, on peut même avoir des problèmes, d'ailleurs. et on peut avoir des problèmes en plus si on va parler de ces choses. Oui, exactement. Le système de pouvoir, il est basé sur le trauma qui n'est pas guéri, c'est ce que je dis. Donc, où on a un manque d'intégrité, un manque de sens de soi, et on a besoin de mettre autre chose, c'est-à-dire le statut, où on a besoin de mettre un sens d'être respecté, l'image, quelque Ouais. chose qui vient de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. Et Hmm. on remplace un sens, un bon sens de soi qui vient de la bonne santé mentale. Donc, en fait, on est dans cette structure de pouvoir où souvent les gens qui ont de l'intégrité se sentent comme des losers, quoi. Se sentent comme, Ah oui, bah, ils ratent, hein. Forcément, c'est pas eux qui vont monter dans la hiérarchie, hein. C'est sûr. voilà, c'est eux qui se retrouvent en dehors, c'est eux qui se retrouvent, euh, qui n'ont pas la grande carrière, c'est eux qui sont toujours un peu bizarres, voilà. Alors, c'est ça ce qui, je crois, qui est en train de changer, qu'on comprend que en fait, cette intégrité, c'est plus important que de faire partie d'eux. Et de faire partie d'eux, c'est bon, c'est un besoin naturel et humain. Mais si faire partie d'eux, ça veut dire de se taire sur des choses qui se passent, qui sont inouïes, ou moins des choses qui sont pas du tout respectables, quoi, qui sont vraiment immorales. On a un sens de morale qui vient de l'intérieur, hein. Ce sont des lois naturelles. C'est la moralité. Moi, j'ai trouvé dans le réseau beaucoup de personnes qui se sentaient que c'était des rebelles. Et là, c'est la rébellion. Je vois des petits garçons et des petites filles qui se sont jamais rebellés contre leur abuseur. Et donc, Dans les gens au pouvoir, tu veux dire, dans ceux qui essayent de grimper, de se valoriser, d'avoir une image. C'est des gens qui n'ont non, pas guéri le traumatisme, en fait. D'accord. oui, c'est des gens que eux, ils n'ont jamais pu se confronter leur abuseur, les personnes qui leur ont fait mal. Donc, si ils sont mis, donc traumatisés quelque part, hein, et ils continuent à donner raison à leur abuseur, les personnes qui leur ont humilié, qui leur ont fait mal, qui leur ont abusé sexuellement, s'ils continuent de protéger cette personne, cette rébellion, c'est une rébellion qui est mal guidée. Et en fait, c'est là où j'ai retrouvé la plupart des justifications dans le satanisme. Il y a beaucoup de cette rébellion mal guidée qui en fait appartient, doit être retournée contre les gens qui au départ leur ont fait mal, qui au départ ont abusé leur pouvoir qu'ils avaient au-dessus ces personnes quand eux, ils étaient petits. Et ils Et s'identifient à l'agresseur, en fait. exactement. Et donc, voilà, ils vont s'identifier à l'agresseur, ils vont dire que l'agresseur a raison, et ils vont avoir cette sorte de rébellion contre ce qui est moral, parce que bien sûr, l'agresseur a raison. Donc,
la moralité, ça doit être quelque chose de l'extérieur. Ça doit être quelque chose de l'Église catholique. Ça doit être quelque chose qui vient des règles de l'extérieur, mais c'est pas du tout vrai. Ça vient de l'intérieur et c'est pour en fait se battre contre leur propre voie de conscience qu'ils Hum, se rebellent. Donc, ils pensent qu'ils se rebellent contre le monde, ils pensent qu'ils se rebellent contre les autorités, mais en fait, c'est eux qui sont devenus les autorités et c'est eux qui, en fait, ont repris le rôle de l'agresseur et, en fait, le plus de privilèges et le plus, on appelle ça entitlement, le plus qu'ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi, le plus de pouvoir qu'ils ont dans le monde, avec impunition, ils le font le plus de mal, en fait, hum. Avec l'impunité, ouais. avec Eh ben, l'impunité. je crois on a un peu fait le tour de ce que tu voulais dire, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées qui seraient importantes? Non, c'est surtout ça. Je veux dire surtout que, donc, le film Les Survivantes, c'est un film de témoignage pur. Donc, en soi, c'est pas du tout politique. Mon témoignage, c'est un témoignage pur, donc pas du tout politique. Et j'ai rien contre la droite, j'ai rien contre la gauche. Moi, j'ai vu des agresseurs dans des deux camps, donc je ne crois pas à la politique. Bon, ça, c'est mon opinion à moi. Je ne crois pas à la politique à cause de mes expériences. Euh, je crois que c'est tout pourri. Je ne crois vraiment pas que quelqu'un qui va monter dans la politique aujourd'hui, hein, qui va monter jusqu'à la hauteur du rôle de diriger un pays, je ne crois pas que c'est possible d'avoir quelqu'un de bonne foi, quelqu'un qui n'est pas complètement compromis. C'est ça ce que je pense. Ouais, Mais et toi, bon, tu veux te démarquer de ces choses-là, tu veux te démarquer de ce qui est politique ou de l'opinion, et tu expliques que toi, ta démarche, si possible, ce serait bien de ne pas la récupérer dans ce genre de combats qui sont parallèles. oui, voilà. Moi, je me sens même pas en combat, hein. Moi, je me sens pas Hmm, en combat. Mais si j'ai un combat, c'est de faire le bon choix chaque jour, avec moi et moi. Et mhm. si je me fais attaquer, si je me fais menacer, c'est toujours une invitation pour moi de devenir, de guérir plus et devenir plus forte. Et finalement, on est tous dans le combat privé de surmonter la peur et arriver à l'amour. Donc, choisir l'amour au-delà de la peur et de ne pas rester dans la peur. Hmm. Voilà, C'est vrai qu'avec ce qui nous attend, c'est important. c'est très important, oui, parce que il y a plein de... Je suis bien conscient de plusieurs agendas, donc de mon expérience. On a même parlé autour de moi de l'agenda pédophile duquel je devais faire partie dans mon rôle public. Euh, donc, il y a plein d'agendas que, bon, je peux les voir assez facilement puisque j'étais dedans. Et on a quand même toujours besoin qu'on a peur. Parce que sans Ah oui, peur, voilà. Et le traumatisme, c'est la peur. Et c'est la peur pour la survie. Alors, très de base, si on est traumatisé, on est dans un état de survie où on n'a pas accès au centre plus évolué dans notre cerveau. Donc, si on reste dans la peur, on va devenir plus simpliste. on Donc, c'est réfléchit moins bien. Ouais. on réfléchit pas du tout. On Et est dans l'urgence. Donc, s'il y a des messages qui nous mettent dans l'urgence, c'est de la programmation.
C'est de la programmation mentale du public. Donc, on doit faire attention s'il y a des messages qui arrivent où on essaie de nous faire dans un état d'urgence, dans un état de peur. C'est toujours à nous de aller dans notre corps, de respirer, de voir dans notre corps qui en est. Peut-être c'est une opportunité de rentrer dans des parties en nous où il y a encore des traumatismes ou des besoins émotionnels qui n'ont pas été remplis à guérir. Et finalement, il faut toujours traverser cette peur, confronter la peur pour en fait arriver à l'amour. C'est là où il y a l'autre côté. Il y a ce monde dualiste est un monde entre la peur et l'amour complet. Et donc on cherche l'amour inconditionnel. Voilà. Et ça, c'est ça toujours le voyage pour tout le monde. C'est pour ça que je me sens pas en combat. Oui, en combat avec moi-même toujours, mais vraiment, mon histoire, s'il y a une cause, déjà, c'est trop politique pour moi, vous voyez? Hmm. Après, moi, je trouve que déjà, rien que de dire ta vérité, c'est déjà, ça fait partie du combat. Enfin, ça fait partie, c'est combatif, on va dire, pour moi. Bah oui, Mais c'est combatif parce que c'est controversiel, c'est pas une histoire, ouais, c'est une histoire que, oui, je sais bien, j'ai attendu 15 ans parce qu'il y avait de la pression, en fait, pour sortir mon histoire beaucoup plus tôt. Donc, pendant ce temps, qui avait ces témoignes dans le cas du trou. Moi, j'ai pas témoigné. Moi, je voulais pas sortir mon histoire. je pense que tu as bien fait, hein, à l'époque. Je l'ai sorti en privé, mais je voulais pas le sortir en public. Et donc, mais il y avait de la pression. Mais j'étais consciente que j'étais pas prête. Et donc, j'ai attendu jusqu'à maintenant, jusqu'à 2013, que j'ai dit, bon, maintenant, je suis prête, c'est tout. Ok, Anek. Eh ben, écoute, je pense que on a fait le tour de ce qui était important là pour le moment. On va se revoir Absolument. de toute façon pour la sortie de ton livre en octobre Merci, oui. et on se dit à bientôt. Très bien. Merci, Don Devamos.